S'il vous plaît, on va aborder maintenant le dernier chapitre des glucides, donc qui est intitulé osides. Donc, pour situer les osides dans ce qu'on a dit depuis le début, on va revenir sur le schéma de la classification du glucide. Donc, s'il vous plaît, vous rappelez très bien, on a dit que le glucide se divise en deux grandes catégories, les oses et les osides. Et on a dit également que les oses, ce sont les monomères, ce sont les unités de base du glucide, ou bien ce qu'on a appelé les glucides non hydrolysables. Donc, on a vu qu'il y avait les aldoses et les cétoses. Bien sûr, dans le chapitre 3, on a vu également qu'il y avait les dérividoses. Maintenant, on va parler des osides. Donc, les osides, ce sont les polymères d'ose. C'est-à-dire, si vous prenez les oses et vous les mettez ensemble, vous mettez un ose qui est lié avec un ose, etc., vous allez obtenir des chaînes d'oses. Et donc, c'est ce qu'on appelle les osides. Ce sont les glucides hydrolysables. C'est-à-dire, si vous prenez un oside et vous placez dans certaines conditions, notamment en milieu légèrement acide et en présence d'eau, vous allez avoir l'hydrolyse de l'oside, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse, et donc vous allez obtenir des oses. D'accord? Donc, ce sont des polymères. Les osides, ce n'est pas un seul groupe. Ils sont subdivisés, comme vous le voyez sur ce schéma, en différentes catégories. On a d'abord les holosides et les hétérosides. Donc, les holosides, ce sont des chaînes uniquement d'oses. Donc, on a une condensation d'oses uniquement. Dans les hétérosides, vous avez condensation d'oses et d'autres molécules non glucidiques qu'on appelle aglycones. Une partie non glucidique qu'on appelle aglycones. Donc, on va aborder dans les holosides. Donc, vous avez le terme holo, donc homogène, dans le hétéroside, donc hétérogène. Les holosides également sont subdivisés en oligosides et polyosides. Ben là, tout simplement, c'est le nombre d'oses condensées qui entrent en compte. D'accord? Donc, dans les oligosides, vous avez 2 à 10 oses, alors que dans les polyosides, vous avez le nombre d'oses est supérieur à 10. Donc, s'il vous plaît, pour démarrer ce chapitre, on va prendre l'exemple le plus simple, c'est-à-dire l'exemple d'oside le plus simple, c'est-à-dire un oside formé uniquement par 2 oses, d'accord? Donc les oses sont liées par ce qu'on appelle une liaison osidique, d'accord? Ou bien liaison glycosidique, d'accord? Vous allez peut-être entendre aussi parfois liaison glucosidique avec un U, non pas avec un Y. Dans ce cas-là, on n'a que des glucoses, d'accord, qui entrent en liaison. Donc, s'il vous plaît, cette diapositive est vraiment très importante pour comprendre la suite. Donc, 2 sucres, 2 oses sont liés par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on parle d'une liaison osidique. Donc, l'ose 1, d'accord, est toujours impliqué par son OH hémiacétalique. Et donc, on a déjà parlé de ce que ça veut dire un OH hémiacétalique. Bien sûr, on va revenir là-dessus. Donc, l'ose 1, et c'est marqué ici obligatoirement, par convention. D'accord? L'ose 1 est toujours impliqué par son OH hémiacétalique. Pardon. L'ose 2 peut être impliqué par son OH hémiacétalique, comme l'ose 1, mais peut être également impliqué par son OH alcoolique. D'accord? Si l'ose 2 est impliqué par son OH alcoolique, on dit que l'oside est réducteur. Si l'ose 2 est impliqué par son OH hémiacétalique, on dit qu'on a un oside non réducteur. Donc, s'il vous plaît, ça c'est vraiment un schéma qu'il faut bien connaître. C'est la base. Donc, on a pris un exemple très simple d'un oside. C'est-à-dire quand on a uniquement 2 oses. Donc, il faut savoir que la liaison osidique se forme quand l'ose 1, donc la liaison osidique se fait entre le OH hémiacétalique de l'ose 1
et l'un des OH de l'os 2, que ce soit AOH alcoolique ou bien AOH hémiacétalique. Donc, s'il vous plaît, je vais revenir sur cette notion de OH hémiacétalique et OH alcoolique. C'est quelque chose qu'on a déjà développé, mais comme c'est très important, je vais revenir là-dessus. On a parlé de OH hémiacétalique et de OH alcoolique quand on est passé de la structure linéaire à la structure cyclique. Donc, le OH dans la structure cyclique, le OH du carbone numéro 2, du carbone numéro 3, du carbone numéro 4 et le OH du carbone numéro 6. Bon, ici, bien sûr, c'est le cas de glucopyranose. Donc, je répète, le OH du carbone numéro 2, du carbone numéro 3, du carbone numéro 4 et du carbone numéro 6, ce sont des OH alcooliques. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce que dans la structure linéaire, ils étaient déjà des alcools. Vous les avez ici, OH2, du carbone 2, OH du carbone 3, OH du carbone 4 et OH du carbone 6. C'était déjà des alcools. Le OH du carbone numéro 5, c'est le OH qui intervient dans la formation du pont oxydique. Je répète, vous les voyez ici avec les numéros. Dans le 2, on a AOH dans la structure linéaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle AOH alcoolique. Dans le 3, on a également AOH, donc OH alcoolique. Dans le 4, OH alcoolique. Et le 6, c'est OH alcoolique. Donc, on appelle OH alcoolique, dans la structure cyclique, les OH qui étaient déjà des alcools dans la structure linéaire. Maintenant, on a appelé le OH, ici c'est marqué ici, porté par le carbone anomère. Le carbone anomère, c'est le carbone numéro 1. Pourquoi on l'appelle carbone anomère? C'est le carbone où on a l'anomérie alpha et bêta. Il est porteur d'un OH hémiacétalique. C'est le OH ici ou bien ici. D'accord? On l'appelle OH hémiacétalique parce que dans la structure linéaire, c'était pas un alcool. Dans le carbone numéro 1, ici, dans la structure linéaire, on n'avait pas d'alcool, on avait une fonction aldéhydique. Vous voyez ici, donc, le carbone numéro 1, on n'a pas d'alcool. Donc, ce OH-là est différent des autres. Et s'il vous plaît, on va voir qu'il est vraiment différent des autres. Donc, s'il vous plaît, le OH hémiacétalique, c'est le OH porté par le carbone anomère. Donc, il y en a un seul. Les OH alcooliques, ici, par exemple, dans le cas de déglucose, on en a 4. D'accord? Donc, ce sont des OH alcooliques et on a AOH hémiacétalique. Donc, l'OS 1 est toujours impliqué par ce OH ici, porté par le carbone anomère. Si on avait le fructose, ça serait le carbone 2 qui est porteur de OH hémiacétalique et c'est le cas pour tous les cétoses. Dans les aldoses, le carbone anomère, c'est le carbone numéro 1 et donc le OH hémiacétalique sera porté par le carbone numéro 1. Donc voilà, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire OH hémiacétalique, OH alcoolique? Ça a été déjà dit, on vient de le réexpliquer. Donc, l'OS 1, toujours impliqué par l'OH hémiacétalique. L'OS 2 peut être impliqué par l'OH hémiacétalique comme l'OS 1, c'est-à-dire à ce niveau-là. Mais l'OS 2 peut être impliqué par l'un des OH alcooliques. Il y en a plusieurs, hein? Donc, il peut être impliqué par l'OH alcoolique numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou bien numéro 6. Donc, il y a vraiment différentes possibilités. Donc, vous constatez que quand, ici par exemple, l'OH alcoolique qui est impliqué dans la liaison oxidique, l'oside est réducteur. Pourquoi? Parce que son OH hémiacétalique est libre. C'est le cas ici. D'accord? Donc, parce que ce qui est responsable du pouvoir réducteur, c'est le OH hémiacétalique. S'il est libre, donc, si l'ose est impliqué par un OH alcoolique, ça veut dire que le 1 est libre. Le OH porté par le carbone numéro 1 est libre. Dans ce cas, si le OH hémiacétalique est libre, donc le glucide a un pouvoir réducteur. Par contre, si le OH hémiacétalique est impliqué dans la liaison oxidique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'OH hémiacétalique de libre.
L'os 1 est impliqué par son OH acétalique, acétalique. L'os 2 est impliqué par son OH acétalique, donc il n'y a plus d'OH acétalique de libre, donc l'oside est non réducteur, étant donné que c'est le OH acétalique qui est responsable du pouvoir réducteur. Donc, on va donner des exemples. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de pouvoir réducteur? Donc, généralement, on utilise ce qu'on appelle la liqueur de Phénix. C'est le même principe que ce qu'on a vu sur cette diapositive. Donc, il est basé sur le principe de réduction des métaux lourds par le glucide réducteur. Un glucide réducteur, s'il vous plaît, c'est un glucide qui a un OH hémiacétalique de libre. D'accord? S'il a un OH hémiacétalique de libre, ça veut dire qu'il a le pouvoir réducteur vis-à-vis des métaux lourds. Et donc, je répète, on a vu dans le chapitre 2, quand on a parlé des propriétés chimiques, que les glucides réducteurs avaient la capacité de réduire les métaux lourds, comme ici le cuivre. Donc, vous voyez que le cuivre porte 2 charges positives, alors que ici, si on fait le calcul, l'oxygène a 2 charges négatives, donc le cuivre, étant donné qu'on a 2 atomes, porte forcément une charge positive. Donc, le cuivre est passé de 2 plus à c'est 1 plus, donc on a une diminution de charge positive, donc on a une réduction. Qu'est-ce qui a réduit le cuivre? C'est le glucide. Donc, on l'appelle glucide réducteur. Pourquoi il a ce pouvoir réducteur? Parce que son OH hémiacétalique est libre. D'accord? Donc, ici, si le deuxième ose est impliqué par son OH alcoolique, ça veut dire que le OH hémiacétalique est libre, ça veut dire qu'on a un dioloside réducteur. Donc, on peut donner des exemples ici, s'il vous plaît. Donc, ici, s'il vous plaît, j'ai le cas d'un, exactement comme ce schéma ici. Donc, j'ai 2 sucres. D'accord? Donc, c'est le cas du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. C'est le sucre que vous mettez dans le café ou dans le thé, etc. Donc, il est formé de glucose et de fructose. D'accord? Le glucose est sous forme pyranique, le fructose sous forme furanique. Donc, vous voyez que le glucose, c'est un aldose. Donc, le carbone anomère, c'est le carbone numéro 1. Et voilà son OH hémiacétalique. Il est impliqué dans la liaison osidique. D'accord? Donc, l'ose 1 est impliqué par son OH hémiacétalique. L'ose 2, c'est le fructose. C'est un cétose. Son carbone anomère, c'est le carbone numéro 2. Voilà le OH hémiacétalique. Donc, dans le cas du saccharose, on a les 2 os sont impliqués par le OH hémiacétalique. Il n'y a plus de OH hémiacétalique de libre, étant donné que les 2 OH hémiacétaliques sont impliqués dans la liaison osidique. Les OH qui restent, ce sont des OH alcooliques. Donc, cet os n'a pas de pouvoir réducteur. Il ne peut pas réduire la liqueur de Feeling. Donc, on aura une réaction négative avec la liqueur de Feeling. Donc, c'est un oside non réducteur. Donc, l'autre exemple, s'il vous plaît, c'est le cas du lactose. Donc, le lactose qu'on trouve dans le lait, il est formé de galactose et de glucose. D'accord? Donc, vous voyez que l'ose 1, le galactose, bien sûr, c'est un aldose. Le glucose, c'est également un aldose. Les 2 carbones, les 2 os, le carbone anomère, c'est le carbone numéro 1, étant donné que les 2 os, ce sont des aldoses. Donc, le carbone anomère du galactose, c'est le carbone 1. Donc, son OH hémiacétalique est impliqué dans la liaison osidique. L'os 2, qui est le glucose, voilà son OH hémiacétalique. Il est libre. Voilà le carbone anomère. Et le OH hémiacétalique porté par le carbone anomère est libre. Donc, le dioloside a un OH hémiacétalique de libre. Donc, il peut réduire la liqueur de Feeling. Il peut réduire les métaux lourds. Donc, on aura une réaction positive avec la liqueur de Feeling. Donc, c'est un oside réducteur. Donc, s'il vous plaît, je répète, le schéma que vous avez ici est très important. D'accord? Donc, généralement, l'ose 1 se lie par le biais d'un OH hémiacétalique qui vient se lier avec un alcool de l'ose 2, soit un alcool alcoolique, dans ce cas
le OH imméacétalique est libre, donc on aura un noside réducteur, soit il va se lier par le biais d'un OH imméacétalique, donc il n'y aura plus de OH imméacétalique de libre, donc l'oside sera non réducteur. Généralement, s'il vous plaît, ça c'est vraiment la base pour tout ce qui va suivre. Donc c'est fondamental de comprendre cette partie. Donc pour la suite, on va voir, donc quand j'ai une molécule comme ça, donc on n'oublie pas s'il vous plaît qu'on est dans un module de biochimie structurale. Et donc il faut être capable d'établir la structure. Et donc, cette structure que vous avez devant vous, c'est pas quelque chose qui a été monté comme ça en clin d'œil, mais c'est quelque chose qui est passé par différentes étapes. Donc, s'il vous plaît, si on prend par exemple le oside, le déoloside que nous avons devant nous et qu'on veut établir sa structure. On veut établir sa structure. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, je vous dis tout simplement, j'ai un déoloside. Quand je dis j'ai un déoloside, ça veut dire que j'ai deux sucres. Donc, pour déterminer exactement la structure, la première étape, il faut connaître la nature des sucres. Il faut connaître la nature des sucres, c'est-à-dire est-ce que j'ai du galactose, est-ce que j'ai du glucose, est-ce que j'ai un mélange de galactose et de glucose, etc., etc. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le déoloside qu'on ne connaît pas, et donc on fait ce qu'on appelle l'hydrolyse acide ménagique pour couper la liaison osidique. Donc, n'oubliez pas qu'on a dit que les osides, ce sont des glucides hydrolysables. Donc, c'est-à-dire on peut couper cette liaison si on se place dans un milieu légèrement acide. D'accord? Donc, pour déterminer la nature des oses, on coupe les polymères en monomères, c'est-à-dire on va couper la liaison osidique et donc on va se retrouver avec des monomères. Ensuite, on va utiliser une technique analytique comme la chromatographie pour identifier la nature du sucre. Et là, on va obtenir, par exemple, le galactose et le glucose. C'est le cas qu'on va obtenir pour ce qui est du lactose. Donc, maintenant, on sait qu'on a du glucose et du galactose. D'accord? Comme composition chimique. C'est-à-dire, on connaît la nature des deux oses. Mais, s'il vous plaît, il y a d'autres étapes. Donc ça, on a déterminé seulement la nature. Maintenant, il faut savoir comment ils sont liés, ces deux sucres. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, vous vous rappelez, on a dit que l'ose 1 est toujours impliqué par son OH imméacétalique. Donc, la première étape pour déterminer la structure d'un oside, et dans le cas que nous sommes en train d'étudier d'un déoloside, c'est de déterminer lequel est l'ose 1, parce que quand on détermine l'ose 1, la nature de l'ose 1, on sait comment il est lié. Parce que par définition, on a dit que l'ose 1 est impliqué par son OH imméacétalique. Donc, s'il vous plaît, donc, on va, pour déterminer l'ose 1, c'est-à-dire est-ce que c'est le galactose ou bien le glucose qui est l'ose 1, donc on fait l'expérience que vous avez devant vous. Et donc, vous voyez ici la légende de cette figure, détermination de l'ose porteur de l'hydroxyle imméacétalique, c'est-à-dire l'ose impliquée par son OH imméacétalique. Donc, on fait cette expérience. Cette expérience, on a déjà donné les bases. Et donc, vous vous rappelez très bien, s'il vous plaît, quand on a parlé de l'oxydation ménagée des oses. L'oxydation ménagée des oses, on l'a vu quand on a fait les propriétés chimiques des oses. Donc, si vous prenez un ose et vous le placez dans un milieu légèrement basique et en présence d'iode, vous avez oxydation du carbone numéro 1. Donc, c'est ce qu'on appelle oxydation ménagée. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez très bien que quand on fait cette oxydation, c'est le carbone numéro 1 qui est oxydé. On passe de CHO à l'acide carboxylique. Donc, ici, quand on fait l'oxydation ménagée, d'accord, toujours en présence d'iode, milieu légèrement basique, on a oxydation de C1 à condition qu'il soit accessible, qu'il ne soit pas protégé.
ou bien impliqué dans une liaison. Donc, ici, s'il vous plaît, vous regardez, voilà le C1, voilà le C1. Le C1 du galactose n'a pas été oxydé. Par contre, le C1 du glucose a été oxydé. Pourquoi? Parce que le OH hémiacétalique de galactose était impliqué dans la liaison. Par contre, le OH hémiacétalique de glucose était libre. Donc, après on hydrolyse, on fait ce qu'on appelle hydrolyse acide ménager, on sépare les deux oses et on analyse. On trouve que le galactose, c'est un ose, on obtient le galactose, donc il n'a pas été oxydé. Par contre, ce qui a été oxydé, c'est le glucose. Donc, automatiquement, le glucose n'a pas été impliqué par son OH hémiacétalique, donc nécessairement, il se trouve en deuxième position, alors que le galactose est cellulose impliqué par son OH hémiacétalique, et donc cellulose numéro 1. Donc, s'il vous plaît, donc ici, on a déterminé que c'est le galactose qui est l'ose numéro 1. Maintenant, il faut déterminer comment est impliqué l'ose 2. Pourquoi? Parce que l'ose 2, peut être impliqué soit par son OH hémiacétalique, soit par OH alcoolique. Et donc, généralement, s'il vous plaît, ici, on sait que c'est un oside réducteur. Donc, nécessairement, l'ose 2 n'est pas impliqué par son OH hémiacétalique. Je vous ai dit auparavant que c'était très simple. On teste la liqueur de Feeling, et donc, et pour savoir est-ce que j'ai un oside réducteur ou non réducteur. Si il est non réducteur, ça veut dire que les OH hémiacétaliques sont impliqués dans la liaison, et les OH hémiacétaliques sont impliqués dans la liaison. Donc là, on détermine la structure rapidement. Par contre, si je suis en présence d'un oside qui est réducteur, ça veut dire que l'os 2, son OH hémiacétalique n'est pas impliqué dans la liaison. Et donc, la question qui est posée maintenant, lequel des 4 OH alcooliques qui est impliqué? Est-ce que c'est le OH du carbone numéro 2, carbone 3, carbone 4, carbone 6? D'accord? Donc, on a différentes possibilités. Donc, on fait une autre expérience pour déterminer à quel niveau l'os 2 est impliqué. On sait qu'il n'est pas impliqué par son OH hémiacétalique, parce que son OH hémiacétalique est libre, étant donné qu'on a un oside réducteur. Donc, on fait l'expérience suivante pour déterminer quel est le OH de l'os 2 qui est impliqué dans la liaison osidique. Donc, on fait ce qu'on appelle perméthylation ou méthylation totale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, tous les OH qui sont libres vont être méthylés. Donc, aussi bien pour l'os 1 que l'os 2. Donc, ce OH-là est libre, il va être méthylé. Vous voyez qu'il est méthylé ici, ici, ici. La même chose pour l'os 2. Tous les OH, y compris celui-là, vont être méthylés. Ensuite, on fait l'hydrolyse acide ménager. Donc, l'hydrolyse acide ménager va couper la liaison osidique. Vous voyez que ça a été coupé. Mais également, s'il vous plaît, ça va couper le méthyle de OH hémiacétalique de l'os 2. Bien sûr, ça montre également que ce OH est différent des OH alcooliques parce que les OH alcooliques qui étaient méthylés ne perdent pas leur méthyle. Hein, ne perdent pas leur méthyle. Par contre, les OH hémiacétaliques, ils sont différents des OH alcooliques. Quand on fait l'hydrolyse acide ménager, ils perdent leur méthyle. Et qu'est-ce qu'on constate pour l'os 2? On constate pour l'os 2 que tous les OH alcooliques sont méthylés, sauf un seul, c'est le OH numéro 4. Donc, nécessairement, le OH numéro 4 n'a pas été méthylé. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué dans la liaison. Et c'est comme ça, s'il vous plaît, on détermine lequel des OH alcooliques de l'os 2 qui est impliqué dans la liaison osidique. Maintenant, s'il vous plaît, je vais juste revenir sur une chose. Donc là, s'il vous plaît, on sait que, étant donné qu'on a un oside réducteur, on sait que l'OH hémiacétalique de l'os 2 est libre. Hein? Mais on ne sait pas lequel est l'os 1, lequel est l'os 2.
Donc, pour déterminer lequel est l'os 1, lequel est l'os 2, on fait cette technique de ce qu'on appelle oxydation ménagée. Et donc, l'os 2 se forme acide, étant donné que son OH hémiacétalique est libre. Et donc, on détermine, par exemple, dans le cas du lactose, que c'est le galactose qui est l'os 1. Maintenant, deuxième étape, il faut savoir comment est impliqué l'os 2. Et on sait qu'il est impliqué par l'un des alcools. Et comme on a plusieurs alcools, il faut déterminer lequel des alcools est impliqué. Donc, en effet, on utilise la méthode de perméthylation. Et donc, s'il vous plaît, vous rappelez, on a parlé de cette méthode de perméthylation quand on a parlé de pont oxydique dans le chapitre 1. On avait dit qu'il y avait deux méthodes pour déterminer la nature du pont oxydique. Il y a la méthode par oxydation, c'est celle qu'on avait développée, et donc en utilisant l'acide périodique. Et on a dit qu'il existe également une méthode par méthylation, parce que c'est la méthode que vous avez devant vous. D'accord ? Donc cette méthode de perméthylation, ou bien de méthylation totale, ne permet de déterminer lequel des alcools alcooliques de l'os 2 est impliqué dans la liaison osidique. Donc, l'alcool qui est impliqué ne sera pas méthylé parce qu'il est protégé. Et effectivement, quand j'obtiens le résultat ici, je constate que le OH du carbone numéro 4, le OH alcoolique du carbone numéro 4, n'est pas méthylé. Et donc, obligatoirement, le OH numéro 4 est impliqué dans la liaison osidique. Donc, voilà, s'il vous plaît, comment on détermine les OH qui sont impliqués dans la liaison. Attention, il y a encore une étape. Donc, s'il vous plaît, on a vu que le OH, comment déterminer que le OH de l'os 1 est impliqué par son OH hémiacétalique, comment déterminer que l'os 2 est impliqué par ce OH là. Maintenant, on n'a pas fini avec la détermination de la structure. C'est la nature de la liaison. C'est vraiment très, très, très important. Ici, j'ai une liaison de type alpha. Vous voyez que le CH2OH, bêta, le CH2OH et le OH sont du même côté, sont en position 6. Donc, c'est l'anomère bêta. Vous voyez ici, structure du lactose, forme bêta. D'accord? Bêta par rapport à ça. Mais la liaison également est de type bêta. D'accord? S'il vous plaît, on peut avoir la forme alpha également du lactose quand vous avez le OH ici en bas en position trans par rapport à CH2OH. Mais là, je ne parle pas de ce OH hémiacétalique libre. Je parle de la liaison parce qu'on est en train de parler de comment établir la structure de ce déoloside. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment ils sont liés, ces deux molécules. D'accord? Donc, ici, on a une liaison de type bêta, parce que le OH hémiacétalique, d'accord, il est du même côté que CH2OH, et donc, on a l'anomère bêta, donc la forme bêta. D'accord? Et donc, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que on va voir par la suite que la différence entre la cellulose et l'amidon, ça réside dans ce type de liaison. Donc, dans l'amidon, on aura la forme alpha, c'est-à-dire en bas, glucose se forme alpha. Par contre, dans la cellulose, on aura un polymère de glucose se forme bêta. Donc, ici, la nature de la liaison, on a une liaison de type bêta. Donc, pour déterminer la configuration anomérique alpha ou bêta, je parle de la liaison osidique. Hein? D'accord? Je parle de la liaison osidique. Donc là, on va tester ce qu'on appelle des osidases ou bien des glycosidases. Je vous fais constater que ici, gly, c'est avec Y, non pas avec un U. D'accord? Donc ça veut dire tous les sucres. Donc, par exemple, ici, si on fait tester un enzyme, ce n'est pas n'importe quel enzyme qui va couper cette liaison. Par exemple, ici, vous avez le galactose. Le galactose, cette liaison peut être coupée par un bêta-galactosidase. D'accord? Une bêta-galactosidase. D'accord? Si vous prenez
Par exemple, ici, le fructose, hein, et puis le saccharose, donc c'est le fructose, il se forme bêta, donc ça va être coupé par une bêta-fructosidase, etc., etc. Donc, on teste des enzymes. Donc, l'enzyme qui fonctionne nous indique le type de l'anomérie, est-ce que c'est alpha ou bêta. Donc, comme je vous ai dit, les glucosidases doivent tenir compte de la nature de l'os et puis de sa forme anomérique, soit alpha, soit bêta. Donc ici, s'il vous plaît, on a dit que on pouvait avoir deux types de osides, soit des osides non réducteurs, ça veut dire ce sont les osides où il n'y a pas d'OH acétalique de libre, et donc si on les fait tester, par exemple, avec la liqueur de filling ou bien toute solution qui contient les métaux lourds, on aura... Monsieur, oui. le sang est mauvais. Bon, je vais essayer de répéter. Donc, ça va là, s'il vous plaît? Ça va? Vous éteignez les micros, s'il vous plaît. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, ici, on a dit que ce sont des osides non réducteurs parce qu'il n'y a pas de OH acétalique de libre. Là, c'est un oside réducteur parce que j'ai un OH acétalique de libre. Donc, on peut prendre d'autres exemples que vous avez dans le polycopier. Ici, c'est la célubiose. Donc, c'est un oside réducteur parce que vous avez l'OH hémiacétalique de l'os 2 qui est libre. Donc, si vous prenez ici le trialose, vous avez les deux OH hémiacétaliques impliqués dans la liaison. Donc, c'est un oside non réducteur. Si on prend le cas ici de maltose, vous avez donc, le maltose est formé de deux glucoses, se forme alpha, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on va rencontrer dans l'amidon. Donc, c'est un oside réducteur parce que vous avez ici le carbone numéro 1 qui porte OH hémiacétalique libre. La même chose, donc, on va voir le dernier exemple, ici, qui est le célibiose. Donc, pourquoi je reviens sur cette diapositive? Parce que ici, vous avez la liaison de type bêta. Ce n'est pas comme dans le cas de maltose où vous avez la forme alpha. Donc, s'il vous plaît,